Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'assister à un festin donné par un véritable patricien romain ou un pharaon égyptien? Les tables regorgent de gibier, le vin coule à flot, et les arômes de viande rôtie et d'épices exotiques embaument l'air. Il semble que les anciens habitants de l'Œcumène, ce monde habité, ne faisaient que manger, et ils mangeaient avec appétit, avec raffinement et une telle magnificence que l'homme moderne ne peut que les envier. Ils rôtissaient des carcasses entières à la broche, salaient le poisson rare, fabriquaient des fromages d'une finesse exquise et cuisaient des galettes d'orge assaisonnées d'huile de sésame et d'ail. Dans la Grèce antique, on pouvait vous servir des oursins à la sauce miel-vinaigre et à la menthe, ou encore du balik de thon mijoté au vin blanc. Et que dire du foie de porc frit aux huîtres et aux crevettes? Les Romains, quant à eux, se livraient à des expériences gastronomiques des plus extravagantes. Ils farcissaient les grives de raisins secs et de noix et garnissaient les huîtres de chair d'oursin. On dirait le menu d'un restaurant étoilé, n'est-ce pas? Mais voilà l'ironie, si vous vous asseyez à cette table, en 10 minutes à peine, vous seriez envahi par un terrible sentiment de privation. Malgré tous ces mets délicats comme le rouget et le calamar, le régime alimentaire des civilisations anciennes était, selon nos critères, incroyablement frugal. Nous avons l'habitude de les imaginer comme de grands gourmets, mais en réalité, ils vivaient dans un monde de privation culinaire. Prenons un instant pour écarter de notre alimentation tout ce que les Grecs, les Romains ou les Sumériens n'avaient pas. Commençons par le plus difficile à accepter. Imaginez la cuisine italienne sans tomates, la salade grecque sans poivron, les draniki biélorusses sans pommes de terre, ou le bortsch ukrainien sans tomates. Cela paraît absurde, et pourtant, c'était la réalité. Toute cette vaste gamme d'aliments, pommes de terre, tomates, maïs, tournesol, n'est arrivée dans l'Ancien Monde qu'après la découverte de l'Amérique. Quand vous lisez dans les chroniques historiques les descriptions des copieux ragoûts consommés par les légionnaires romains ou les paysans grecs, souvenez-vous, pas une seule pomme de terre n'y figurait. Leur salade de légumes était dépourvue non seulement de tomates, mais aussi de poivrons. Ils ignoraient même l'existence du piment. Et les épices? Il semblerait que l'Orient ait toujours été réputé pour ses épices. Mais même là, la situation est complexe. Le poivre noir était si rare et si cher qu'il servait de monnaie d'échange. Lorsque le chef gothique Alaric assiégea Rome en 408, il exigea en rançon non seulement des tonnes d'or et d'argent, mais aussi 3000 livres de poivre. C'était un luxe que seuls quelques privilégiés pouvaient s'offrir. Le voyage depuis l'Inde était trop dangereux et trop long. Ce n'est qu'après les campagnes d'Alexandre le Grand que le monde découvrit les bananes et le poivre noir, mais les transporter frais en Europe était absolument impossible. À propos de bananes, on en trouve aujourd'hui partout pour une bouchée de pain. Pour les anciens, c'était un arbre mythique, un arbre indien. Théophraste, le père de la botanique, se basant sur des témoignages, parvint à transformer une malheureuse banane en 3 plantes différentes. L'une était censée provoquer la dysenterie, tandis qu'une autre avait des feuilles ressemblant à des plumes d'oiseaux. Les soldats d'Alexandre le Grand, après avoir goûté à certaines variétés sauvages, souffrirent de maux d'estomac. Et le roi promulgua même un décret interdisant la consommation de ces fruits. Finalement, le monde antique ne parvint jamais à domestiquer la banane. Ce ne furent que les Arabes qui y parvinrent 1000 ans plus tard. La situation des agrumes est encore plus étrange. Orange, citron et mandarine n'ont fait leur apparition en Méditerranée qu'au Moyen Âge. Le seul représentant de cette famille dans l'Antiquité était le cédrat. Mais ne vous précipitez pas pour y goûter. Il est presque immangeable. On l'utilisait comme antidote, on l'incorporait aux vêtements pour repousser les mites, et son jus servait à rafraîchir la laine. Sa pulpe était si amère et sèche qu'on ne la consommait que confite ou en pickles. C'était le seul moyen pour les anciens d'apprécier la saveur des agrumes.
Imaginez un matin sans café ni thé. Pour un habitant de l'Œcumène, c'était la norme. Le café poussait à l'état sauvage en Éthiopie, mais personne n'avait songé à torréfier et à infuser ses grains. On buvait du thé en Chine, mais il n'atteignit l'Europe que 15 siècles plus tard, le cacao. C'était un mets exotique pour les Mayas qu'ils consommaient avec du piment et du sel. Un goût que vous n'apprécieriez sans doute pas. Que restait-il donc aux anciens? Uniquement de l'alcool. Mais même là, la déception était au rendez-vous. Pas de vodka, de cognac, ni de vin fortifié. L'alcool pur était inconnu. Aristote tenta de distiller du vin, mais il obtint une étrange eau. Il n'avait pas songé à séparer les fractions. De ce fait, le degré d'alcool des boissons ne dépassa jamais 14 à 16 degrés. Tout le monde buvait du vin, empereurs, esclaves et même enfants, mais pas pour des raisons de santé. Sous ce climat chaud, l'eau non vidée de sa substance devenait un véritable nid à maladies. Le vin et la bière étaient les seuls moyens de la désinfecter. Incapables de faire bouillir l'eau, les gens étaient contraints de rester légèrement ivres dès le matin, simplement pour éviter une gastro-entérite. Et enfin, le dessert, ou plutôt son absence. Dans l'Antiquité, le sucre n'était pas un aliment, mais un remède rare venu d'Inde. On l'appelait « miel dur qui craque sous les dents ». Pline l'Ancien écrivait que le sucre ne servait qu'à masser la peau ou à soigner les maux d'estomac. Il était vendu en pharmacie en minuscules morceaux au prix de l'or. Ailleurs dans le monde, on se contentait de miel ordinaire ou de sirop de date. Alors, la prochaine fois que vous verrez un somptueux festin romain dans un film, soyez attentifs aux détails. Derrière ce vernis se cache un monde sans sucre, sans café, sans tomates, et même sans pommes de terre. Un monde où une simple orange serait considérée comme un miracle et une tasse de thé sucrée comme une boisson divine. Il s'avère que notre petit déjeuner le plus modeste du XXIe siècle est plus riche que le festin de n'importe quel roi antique. Et c'est peut-être là le secret principal de la cuisine antique. Dans la Russie pré-pétrinienne, le sucre était un produit de luxe, si coûteux qu'on ne le vendait pas dans les épiceries, mais dans les pharmacies. Il était pesé sur des balances d'apothicaires d'une précision extrême, car même une poignée de cet or blanc était tout simplement hors de portée pour le commun des mortels. Et plus on remonte dans le temps, plus les tables de nos ancêtres paraissent modestes. Sur ce, nous allons nous rendre au cœur même du monde antique, en Mésopotamie, sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. D'après les textes anciens, c'est ici qu'eut lieu le repas le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, à l'endroit même où, selon la légende, se situait le paradis terrestre. Adam et Ève goûtèrent aux fruits de l'arbre de la connaissance. Et c'est là que commence le premier mystère. Que mangèrent-ils exactement? Le débat à ce sujet fait rage depuis 2000 ans. Les textes ne parlent que de « toute herbe portant des graines » et des « fruits des arbres ». Ni viande, ni lait, ni œufs. Un régime végétalien strict. Il n'est pas étonnant que les premiers humains aient été tentés par la nouveauté, mais oubliez la pomme. C'est le mythe le plus répandu de l'histoire. Dans les traditions juives et musulmanes, on pense qu'il s'agissait d'une figue. Le Talmud suggère même que le fruit défendu aurait pu être un grain de blé, du raisin ou un cédrat. Les premiers chrétiens, quant à eux, privilégiaient la grenade, symbole du mariage dans l'Antiquité. La pomme, cependant, est apparue bien plus tard, suite à une simple erreur linguistique. En latin, les mots « pomme » et « mal » s'écrivent de la même façon, « malum ». Les artistes du Moyen-Âge ont exploité ce jeu de mots, et la pomme s'est ainsi ancrée à jamais dans l'imaginaire collectif. Mais si l'on met de côté les mythes et que l'on se tourne vers la science, la réalité devient encore plus fascinante. Des archéologues ont étudié d'anciens pollens et graines en Mésopotamie. Le résultat est sans équivoque. À l'époque où, selon les théologiens, le paradis existait, ni pommier, ni grenadier, ni vigne, ni poussait. Les premières pommes cultivées furent cultivées par les Hittites en Asie mineure,
des milliers d'années plus tard. Certes, il existait des pommes sauvages, mais elles étaient si petites et acides qu'il était impossible de tenter qui que ce soit de s'enser avec elles. Les habitants de Mésopotamie ne goûtèrent aux pommes pour la première fois qu'au XXIIIe siècle avant Jésus-Christ, au retour du roi Sargon d'Akkad d'une campagne militaire. Et même alors, elles étaient considérées comme exotiques. Le célèbre code d'Hammurabi, qui détaille pourtant chaque aspect de la vie quotidienne, du prix de la location d'un bateau à celui d'une chope de bière, ne mentionne pas une seule fois les pommes. À cette époque, tout verger était automatiquement assimilé à une palmeraie. Le palmier dattier était le véritable roi de l'Orient ancien. Cet arbre remplaçait tout. On en tirait du pain, du vin, du vinaigre et même de la farine à partir de son bois. Les amandes servaient à fabriquer du charbon de bois pour les forges, et les graines trempées nourrissaient le bétail. Il existait même une chanson recensant 360 usages du palmier, mais il y avait un problème. Le vrai miel était un luxe inimaginable en Mésopotamie. On consommait donc du silan, un sirop de dattes épais et sucré. On l'appelait miel, mais il n'avait rien à voir avec les abeilles. C'était le seul aliment sucré abordable pour les pauvres, les veuves et les orphelins. On brassait même de la bière à partir de dattes, même si l'orge restait la boisson principale. L'orge était le fondement de la civilisation. Des dizaines de variétés de bière étaient brassées à partir de cette graine et consommées quotidiennement à la place de l'eau, souvent impropre à la consommation. On préparait des galettes sans levain à partir de farine d'orge, à l'aide de moulins à grains manuels. La vie du travailleur moyen était morne et monotone. Sa ration quotidienne se composait d'1 litre d'orge et d'un peu d'huile végétale par mois. La plupart des gens ne mangeaient de la viande et du poisson que lors des grandes fêtes, lorsque les parents aisés organisèrent des festins. À cette époque, un code social strict existait. Abattre une chèvre impliquait d'inviter voisins et parents. Un poème ancien raconte l'histoire d'un pauvre homme qui, affamé, échangea son dernier vêtement contre une chèvre. Mais loin de se réjouir, il souffrit. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de bière pour festoyer, et abattre l'animal à lui seul signifiait se brouiller définitivement avec toute la ville. Les conditions de vie étaient si dures que dans les camps de prisonniers de guerre, où les rations se composaient exclusivement d'orge, le taux de mortalité était catastrophique. Dans les registres d'un de ces camps, pour un seul mois, 1/3 des noms étaient marqués « décédés ». La situation ne s'améliora que lorsque la bière fut ajoutée aux rations. Elle compensait au moins en partie le manque de vitamines. Même l'élite de l'époque, les scribes, se plaignaient constamment de la faim. On disait même « le plus jeune scribe ne pense qu'à se remplir le ventre ». Womtu, nous avons l'habitude d'imaginer les festins antiques comme somptueux, mais même lors d'un mariage dans la maison la plus riche de la ville d'Ur, célébrée par une famille de prêtres de haut rang, le menu paraissait extrêmement maigre. La farine d'orge, le beurre et la laine étaient encore considérés comme les principales richesses de la région. Alors, la prochaine fois que vous savourerez votre ordinaire bouilli sucré au petit déjeuner, souvenez-vous, pour un habitant de l'ancienne Babylone, ce repas aurait été un festin digne des dieux, réservé au plus grand roi. Et c'est là peut-être la plus grande ironie de l'histoire. Nous avons l'habitude d'imaginer les festins antiques comme somptueux, mais même lors d'un mariage dans la plus riche demeure d'Ur, célébré par une famille de prêtres de haut rang, le menu aurait paru extrêmement frugal. La farine d'orge, le beurre et la laine étaient encore considérés comme les ressources les plus précieuses. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un simple petit déjeuner de porridge sucré, souvenez-vous, pour un habitant de l'ancienne Babylone, votre repas aurait été un festin digne des dieux, réservé au plus grand roi. Et c'est peut-être là que réside la plus grande ironie de l'histoire. Jetons un coup d'œil à la demeure d'un homme nommé Ku-Ningal. Son père, Ur-Nana, n'était pas seulement prêtre, mais aussi chef du bureau du temple supervisant les achats du gouvernement.
Il possédait personnellement un troupeau de plus de 2000 têtes. Son fils, Ku Ningal, non seulement a préservé cette richesse, mais l'a également accrue en achetant des parcelles de palmiers dattiers. On pourrait s'attendre à ce que, lorsqu'un tel homme mariait sa fille, les tables regorgeaient de mets délicats. Mais la réalité consignée sur des tablettes d'argile nous oblige à reconsidérer notre conception du luxe de l'Antiquité. Ce prêtre méticuleux a tout consigné, des cadeaux du marié à chaque bouchée dégustée par les invités. Et savez-vous ce qu'ils ont mangé? En abondance, certes, mais d'une monotonie écœurante. Lors des nombreuses cérémonies prénuptiales, on n'a utilisé que de la farine, du ghee et de l'huile de sésame, des galettes de son et de la sikera, une bière ancestrale. Bon, on a sacrifié 2 ou 3 béliers pour la forme, et c'est tout. Pas de fioritures à la réunion de famille, pas d'exotisme à la réception chez la mère du marié. Le mariage lui-même fut encore plus modeste. Le jour de l'entrée solennelle du marié, on servit un seul agneau. On fit cuire du pain avec une certaine quantité d'orge et on versa 2 cruches de bière. Ensuite, les invités séjournèrent chez le beau-père pendant 4 mois. Croyez-vous qu'ils aient été gâtés? Absolument pas. Il ne revit plus jamais de viande. Leur unique alimentation se composait de gâteaux au beurre et de bière, jour après jour, pendant 4 mois, sans interruption. Une question légitime se pose. Où sont passées les dates? Après tout, le père de la mariée possédait des jardins entiers. Pourquoi n'y avait-il ni poissons, ni légumes, ni fruits sur la table? Même en supposant que les oignons et l'ail n'étaient pas jugés nécessaires, en raison de leur faible coût, le tableau d'ensemble est frappant. Ku Ningal a dépensé plus de 500 grammes d'argent pour le mariage, une somme considérable pour l'époque. À titre de comparaison, les riches marchands d'Assur dépensaient 5 fois plus, mais on ne peut que supposer si leur menu était plus varié. Le plus étrange, c'est que les Sumériens connaissaient déjà les olives, le fromage, les haricots et même les lentilles. Des documents de l'époque mentionnent les pois, les navets et même l'ânette et la moutarde. Ils élevaient des oies et des canards et ont même tenté d'apprivoiser des ours pour les cuisines du palais. Pourtant, sur la table d'un riche prêtre, on observe un régime alimentaire presque identique aux rations des prisonnières dans un camp de travail. La seule différence réside dans le fait que les invités du prêtre mangeaient du pain plat frit, tandis que les prisonnières recevaient du pain sec. L'alimentation saine n'était visiblement pas une préoccupation à cette époque. Peut-être que toutes ces soupes aux pois et ces douceurs à la mélasse de dattes étaient réservées à un cercle familial restreint, et nourrir une foule de mets délicats lors de grandes célébrations était coûteux, même pour un oligarque de l'époque. Mais malgré ces pénuries alimentaires, le métier de cuisinier était extrêmement prisé. Les cuisiniers et les brasseurs n'étaient même pas enrôlés dans l'armée. La logique est simple. Essayez donc de préparer un festin digne de ce nom avec seulement de l'orge, du beurre et un morceau de viande. Il faut un véritable génie. Ce qui est également intéressant, c'est la manière dont ces festins étaient organisés. Oubliez les armoires et les buffets auxquels nous sommes habitués. Tout était rangé dans des paniers et des pots. Il n'y avait pas non plus de tables telles que nous les connaissons. Les plats étaient souvent présentés directement aux convives. Cependant, chacun disposait d'une chaise ou d'un tabouret. La tradition de manger à même le sol ou allongé, comme à Rome, est apparue bien plus tard. Les hôtes étaient assis dans des fauteuils avec repose-pieds, tandis que les invités de condition modeste se reposaient sur des fagots de jonc. La bière était bue dans des récipients communs à l'aide de longues pailles. Les reines utilisaient des pailles en or incrustées de lapis-lazuli, tandis que les gens du peuple se servaient de simples joncs. Mais si la Mésopotamie semble être une terre de pénurie perpétuelle, l'Égypte voisine, représentée sur les peintures tombales, apparaît comme un paradis gastronomique. On y trouve de gras troupeaux de taureaux, des paniers de fruits et des ouies rôtis. Quel est leur secret? Les Égyptiens étaient-ils réellement
10 fois plus productifs? La réponse réside dans le potentiel instagrammable du monde antique. Nous jugeons la Mésopotamie d'après ses contes, des chiffres vierges gravés dans l'argile, et nous jugeons l'Égypte d'après les peintures murales de ses tombeaux. Les Égyptiens croyaient que ce qui était peint sur le mur préfigurait leur sort dans l'au-delà. Ils commandaient donc à des artistes de créer tout et plus encore. Il ne s'agissait pas de la vie réelle, mais d'une liste de souhaits magiques. Peignez 1000 miches de pain et 1000 bœufs, et vous vous assurez une éternité bien nourrie. Cependant, à y regarder de plus près, les Égyptiens mangeaient effectivement mieux. Des documents relatifs aux ouvriers des carrières ont été conservés. Pour un détachement de 2000 hommes, le roi envoyait quotidiennement 50 bœufs et 200 chèvres, soit un bœuf pour 50 hommes. À titre de comparaison, dans l'Odyssée d'Homère, lors du banquet du roi Nestor, les proportions sont presque identiques. Il s'agit là de portions de viande énormes, dont les ouvriers sumériens n'auraient même pas pu rêver. Même les bâtisseurs de pyramides, à en juger par les inscriptions, consommaient des quantités incroyables de radis, d'oignons et d'ail. Des fortunes entières en argent étaient dépensées pour ces légumes. Ainsi, tandis qu'en Mésopotamie, prêtres et fonctionnaires se partageaient chaque poignée d'orge, en Égypte, même les simples ouvriers pouvaient compter sur un morceau de bœuf. Et bien que les deux civilisations aient vécu dans des conditions similaires, leur rapport à la nourriture et au luxe a créé deux mondes radicalement différents, dont le souvenir nous est parvenu à travers les millénaires sous forme de chiffres modestes et d'images saisissantes. Mais comment ces images saisissantes se traduisaient-elles concrètement dans les assiettes égyptiennes? Il faut d'abord savoir qu'à cette époque, la bourse était totalement inutile. Le troc remplaçait tout. Un habitant de l'Ancien Empire se rendait au marché non pas avec des pièces de monnaie, mais avec des marchandises qu'il espérait échanger contre de la nourriture. Les murs... Soyons... Rappelez-vous... Un papier... Il est... De nos jours, un ouvrier ordinaire ne peut que rêver de gagner une telle somme en 3 semaines de travail. La variété des viandes en Égypte était stupéfiante. Sous l'Ancien Empire, la chasse était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était un moyen de reconstituer les réserves alimentaires. Le gibier était non seulement abattu à l'arc, mais aussi capturé vivant et engraissé dans des cages. Antilopes, gazelles et même bouquetins se retrouvaient dans les assiettes. Mais il existait aussi un plat qui choquerait aujourd'hui, la hyène. On n'en mangeait pas par désespoir. Ces prédateurs étaient servis à la table de la plus haute noblesse. De plus, sur les murs des tombeaux, les nobles commandaient 1000 hyènes à la fois pour l'au-delà, afin de ne pas souffrir de la faim sur les rives du Nil souterrain. Avec le temps, les Égyptiens se sont tournés vers un élevage plus traditionnel. Ils ont commencé à élever des taureaux, des moutons, des chèvres et des porcs. L'élevage de volailles fut également développé. Des volées d'oiseaux nichant dans les fourrés du Nil étaient capturés et transportés dans des poulaillers spéciaux. Là, une procédure très particulière les attendait, le gavage aux nouilles. Un manuel détaillé a été conservé dans le tombeau de Mereruka. 2 hommes font bouillir les nouilles dans l'eau bouillante, tandis que les 13 autres les font avaler de force aux grues et aux oies. Une version antique du foie gras, sans doute. Les oies étaient généralement rôties, un sujet de prédilection pour les artistes. Plus tard, on apprit à les saler dans d'énormes jarres. Hérodote rapporte que les Égyptiens raffolaient des cailles, des canards et des petits oiseaux salés, tandis que tous les autres oiseaux étaient bouillis ou frits. Heureusement, le pays regorgeait de sel. D'ailleurs, ce sont peut-être les Égyptiens qui furent les premiers au monde à inventer l'incubateur. Les historiens du 1er siècle avant Jésus-Christ le décrivaient comme un véritable miracle. On faisait éclore des poussins sans l'aide des poules, grâce à leur savoir-faire ancestral. Plus tard, des érudits arabes
On décrit en détail ces ateliers de poussins, où les œufs étaient chauffés par de la bouse en combustion lente. Cette technique était si avancée que les populations locales oubliaient parfois même que les poules savent couver les œufs. La situation du poisson était plus complexe. On en pêchait partout, dans le Nil comme dans les lacs. Mais les attitudes à son égard étaient ambivalentes. Les nobles de l'Ancien Empire, qui se délectaient des hyènes, méprisaient le poisson. Il était considéré comme un aliment pour le peuple. Il était formellement interdit aux prêtres d'en consommer car il était jugé impur. Mais le peuple en mangeait constamment, cru, séché au soleil ou salé pour une utilisation ultérieure. Cependant, tous les nobles n'étaient pas aussi inflexibles. À Saqqara, des archéologues ont découvert un repas complet intact, préparé il y a 5000 ans pour une dame de petite noblesse. Le menu est stupéfiant. Bouillie d'orge, cailles rôties en sauce, rognons braisés, pigeons, côte de bœuf et, bravant tous les interdits, poisson frit. Le dessert comprenait des pains triangulaires, des beignets, une compote de baies, du fromage et des fruits frais. Le tout était servi dans de somptueux plats en albâtre et en diorite. La civilisation égyptienne était encore à ses balbutiements. Les pyramides n'avaient pas encore été construites, mais les Égyptiens excellaient déjà dans la haute gastronomie. Cependant, les fruits étaient rares au début. De nombreuses cultures, comme les figues, provenaient d'Asie. Les figues s'implantèrent en Égypte, mais ne devinrent pas le pilier de l'économie. En revanche, le palmier dattier connut un véritable succès. On a longtemps cru qu'il était importé de Mésopotamie, mais des découvertes datant de l'âge de pierre ont prouvé que les Égyptiens consommaient des dattes sauvages bien avant les pharaons. Les dattes étaient si importantes que des taxes considérables étaient payées pour les palmeraies. Dans le sud du pays, elles concurrençaient même le raisin. Les dattes servaient à fabriquer du vin et de la bière, moins chère que la bière de raisin. On trouvait aussi des arbres vraiment exotiques, comme le palmier doum, dont le fruit a un goût de pain d'épices. 8 paniers de ces fruits ont été découverts dans le tombeau de Toutankhamon. Apparemment, le jeune roi appréciait beaucoup ce mets délicat. L'histoire de la noix de coco en Égypte, en revanche, reste un véritable mystère. Longtemps, on a cru qu'elle n'existait pas dans le pays, mais dans les ruines de la capitale d'Akhenaton, un récipient contenant une huile ressemblant étrangement à de la noix de coco a été mis au jour. On a découvert plus tard qu'il s'agissait d'une erreur de traduction de textes anciens, qui avait confondu un palmier à noix avec une noix de coco. Très probablement, la noix de coco est restée un mets rare, importé et réservé aux plus riches. Les pommes et les grenades arrivèrent assez tard en Égypte. Cependant, depuis l'Antiquité, les Égyptiens raffolaient des fruits du goussenier. Ils étaient si sucrés que le mot « sucré » était lui-même représenté en hiéroglyphes par une gousse. Autre fruit très apprécié, le perséa, un cousin éloigné de l'avocassier. Ces fruits, de la taille d'une poire, étaient considérés comme sacrés, et le pharaon Akhenaton lui-même est représenté en train d'en offrir à son épouse. Quant aux matières grasses, l'huile d'olive en Égypte était de qualité médiocre et avait une odeur désagréable. Les Égyptiens firent donc preuve d'ingéniosité. Ils extrayaient de l'huile de sésame, de cartame et même de graines de laitue. Ces dernières, soit dit en passant, étaient considérées comme un puissant aphrodisiaque et étaient donc consommées en grande quantité. On utilisait également l'huile de radis, mais principalement à des fins médicinales, pour traiter les rhumatismes et améliorer la virilité. Le jardin égyptien regorgeait de légumes et de fruits, oignons, ail, concombres, pastèques et potirons. La coriandre, le cumin et l'aneth étaient des épices très appréciées. Bien que les historiens grecs aient affirmé que les Égyptiens avaient l'interdiction religieuse de consommer des légumineuses, l'archéologie suggère le contraire. Les tombeaux sont remplis de pois chiches et de lentilles. En dessert, les Égyptiens pouvaient même se régaler de fleurs de lotus. En Grèce,
il existait même des légendes sur les mystérieux lotophages qui se nourrissaient exclusivement de fleurs. Comme on peut le constater, l'alimentation des anciens Égyptiens était bien plus riche et intéressante qu'on ne l'imagine, et chaque plat recèle une histoire fascinante. La légende raconte que lorsqu'Ulysse débarqua sur les rivages de Libye, il fut accueilli par de mystérieux mangeurs de lotus. Dès que ses compagnons goûtèrent aux fruits offerts, ils oublièrent aussitôt leur foyer, leurs devoirs et leur famille. Ce fruit, doux comme le miel, les priva de toute volonté et de toute mémoire. Le roi d'Ithaque dut les hisser de force à bord et les attacher au banc pour préserver son équipage. Mais que se serait-il passé si cette drogue mythique avait été un mets courant pour un ancien Égyptien ? En réalité, le lotus ne présentait aucun danger. Les Égyptiens le consommaient non pas pour ses effets hallucinogènes, mais, comme l'écrit Hérodote, pour alléger leur alimentation. Lors des crues du Nil, les champs se couvraient de lys blanc. On les coupait, on les faisait sécher au soleil, puis on secouait les capsules pour en extraire les graines, semblables à celles du pavot. On en faisait du pain. La racine de lotus était également utilisée. Son goût rappelait celui d'une pomme sucrée ou du coing. Bouillie, elle prenait une couleur jaune vif, comme un jaune d'œuf. Il s'agissait en quelque sorte d'un nénuphar égyptien. À la différence des nénuphars égyptiens, il n'était pas nécessaire de le faire tremper des heures durant pour en éliminer les toxines. Un autre symbole gastronomique de l'Égypte était le papyrus. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de papier, mais il y a 3000 ans, c'était une ressource aux multiples usages. On s'en servait pour construire des bateaux, tresser des paniers et coudre des chaussures. Mais, plus surprenant encore, on le consommait. La partie inférieure de la tige, d'une trentaine de centimètres de long, était considérée comme un mets délicat. On la faisait mijoter dans des fours très chauds où on la mâchait simplement crue. C'était une sorte de gomme à mâcher antique. On avalait le jus et on recrachait les fibres dures. Les Égyptiens appréciaient tellement cette friandise qu'ils peignaient même des papyrus sur les murs des tombeaux afin d'avoir de quoi grignoter dans l'au-delà. Mais si le papyrus était une friandise, les céréales restaient le fondement de la vie. L'essentiel des champs était l'engrain, une céréale sauvage. Sa culture était incroyablement difficile. Les enveloppes adhéraient fortement au grain, rendant le battage impossible. D'abord, les hommes passaient des heures à piler le grain avec de lourds pilons dans des mortiers de pierre. Puis seulement ensuite, les femmes le tamisaient et le moulaient en farine. C'était un travail infernal. La farine fine était considérée comme un luxe, inaccessible à tous. Les pauvres se contentaient souvent de bouillie nature. Néanmoins, les boulangers égyptiens étaient de véritables virtuoses. Sous le Nouvel Empire, ils confectionnaient jusqu'à 30 variétés de pain. Parmi celles-ci figuraient des petits pains torsadés, des pains plats, cuits sur du sable chaud, et même des tartes en forme de vache couchée. D'ailleurs, les Égyptiens furent les premiers au monde à fabriquer du pain au levain. Mais un détail pourrait vous refroidir aujourd'hui. Dans les boulangeries royales, la pâte était pétrie au pied. Les ouvriers pétrissaient la pâte pour le pharaon directement dans d'immenses cuves, une pratique considérée comme tout à fait normale. Là où il y avait du pain, il y avait de la bière. Dans l'Égypte antique, la bière n'était pas seulement considérée comme de l'alcool, mais comme une boisson de base, même pour les enfants. Elle figurait parmi les aliments essentiels. Épaisse et nutritive, elle remplaçait souvent un repas complet. La technique de fabrication était unique. On préparait d'abord des pains crus spéciaux à base d'orge germée. Ces pains étaient émiettés, trempés dans de l'eau ou du jus de date, puis laissés à fermenter. On obtenait ainsi un mélange puissant qui était ensuite filtré. Il existait même une recette alchimique de bière qui préconisait de faire tremper l'orge pendant une journée, de l'aérer, puis de la faire tremper à nouveau. Mais les amateurs d'expériences historiques devraient faire preuve de prudence. On a longtemps cru que les Égyptiens ajoutaient de la mandragore hallucinogène à la bière. On a découvert plus tard
qu'il s'agissait d'une erreur de traduction. La recette mentionnait de l'ocre rouge. Pourquoi colorer la bière? Peut-être pour des raisons esthétiques ou rituelles, mais cela ne vaut certainement pas la peine d'essayer. Le vin était la boisson de l'élite. Les Égyptiens raffolaient des vins doux et s'adonnaient parfois à d'étranges expériences, comme ajouter de l'eau de mer à leurs cruches. On pensait que ce type de vin facilitait la digestion et prévenait les maux de tête. En cas de gueule de bois, le chou bouilli était un remède ancestral. On le consommait avant le dîner comme un puissant antidote aux vapeurs d'alcool. Étonnamment, malgré leur abondance, les Égyptiens vivaient dans un monde de tabous stricts. Par exemple, la vache était considérée comme sacrée pour la déesse Isis et la consommation de viande bovine était donc formellement interdite. Les taureaux étaient presque permis, mais les vaches, jamais. Le tabou était si sévère qu'un Égyptien n'aurait ni embrassé un Grec, ni utilisé son couteau s'il savait avoir abattu une vache. L'attitude envers les porcs était encore plus complexe. Un porc était considéré comme impur. Si une personne le touchait accidentellement, elle devait immédiatement se jeter dans le Nil, tout habillée, pour se purifier. Les porchers étaient pour des parias. Il leur était interdit d'entrer dans les temples et ils ne pouvaient épouser que les filles d'autres porchers. Chaque cité avait ses particularités. À Thèbes, les crocodiles étaient vénérés, apprivoisés, ornés de boucles d'oreilles en or, de bracelets aux pattes et nourris de viande de choix. À Éléphantine, en revanche, ces mêmes crocodiles étaient servis avec plaisir au dîner. Afin d'empêcher le peuple de se soulever contre le pouvoir, les rois imposaient délibérément des interdictions contradictoires. Certains mangeaient des oignons, d'autres les abhorraient. Certains vénéraient les béliers, d'autres les rôtissaient. Les festins eux-mêmes paraissaient insolites. Les Grecs étaient stupéfaits de voir les Égyptiens manger en plein air. En réalité, les dîners se déroulaient à domicile, dans des pièces meublées de meubles très bas. Les chaises ne mesuraient que 30 cm de haut et les tables encore plus basses. S'asseoir à une telle table était impossible au sens traditionnel du terme. Il fallait se baisser pour s'en approcher. De plus, il n'y avait pas de table commune. Chaque convive disposait de sa propre petite table. Voici un autre mystère. Avec quoi mangeait-il? D'élégantes cuillères et même des fourchettes ont été découvertes dans des tombes. Pourtant, les représentations suggèrent le contraire. Même le grand pharaon réformateur Akhénaton et sa belle épouse Néfertiti n'hésitèrent pas à utiliser leurs doigts pour se servir de viande grasse et de bouillie lors des festins. Les fourchettes étaient très probablement réservées à la cuisine. La cuisine égyptienne est un mélange de ferveur religieuse, de labeur acharné et d'ingéniosité étonnante. Chaque morceau de pain était le fruit d'heures de labeur sous un soleil de plomb, et chaque gorgée de bière résultait d'une technologie complexe que nous n'avons que récemment réussi à percer tous les secrets. Et bien que leur menu puisse nous paraître exotique, ce sont eux qui ont fait découvrir au monde le goût du pain frais et la joie d'un festin copieux. Un festin dans l'Égypte antique se déroulait dans une atmosphère qui, de nos jours, passerait pour de la folie. Imaginez des convives en robe d'un blanc immaculé se servant à pleines mains de viande grasse et de bouillie, tandis que des serviteurs se tenaient à proximité avec des bassines pour se laver les mains. C'était le seul moyen d'éviter que le festin ne devienne totalement insalubre. Mais le plus étrange était le décor. Au beau milieu des festivités, au son des harpes et des flûtes, l'hôte faisait entrer dans la salle un petit sarcophage décoratif contenant une momie miniature. Regardez-la, puis buvez et amusez-vous, car après la mort, vous lui ressemblerez, proclamait-il. Et les Égyptiens prenaient ce conseil au pied de la lettre. Bien qu'ils ne connaissaient rien aux alcools forts, ils buvaient jusqu'à l'ivresse, au point que les artistes représentaient sans vergogne des invités de marque vomissant sur le sol des tombeaux. Apparemment, c'était considéré comme une fin tout à fait naturelle à une bonne soirée. En Égypte, les femmes jouissaient d'une liberté inimaginable dans le monde antique.
Elles festoyaient aux côtés des hommes, s'asseyaient près de leurs époux, et tous, maîtres et serviteurs confondus, portaient des cônes blancs imbibés d'encens. Sous le soleil brûlant, la cire fondait et coulait sur leurs cheveux et leurs vêtements, embaumant la pièce. Les servantes ne portaient parfois que des colliers et de fines ceintures, et si elles portèrent des robes, celles-ci étaient entièrement transparentes. Le tout était sublimé par le parfum enivrant des lotus offerts à chaque invité. Mais il y avait un autre aspect. Des textes subsistent, où des maîtres réprimandent de jeunes scribes. La bière vous déshonore. Vous titubez comme une rame brisée, comme une maison sans pain. On vous trouve à quatre pattes, et les gens fuient devant vous, car vous cherchez la bagarre. Curieusement, malgré leur goût pour les festins, les Égyptiens étaient obsédés par la santé. Hérodote écrit qu'ils se purgeaient l'estomac 3 jours par mois, prenant des laxatifs et des émétiques, persuadés que toutes les maladies provenaient d'un excès de nourriture. Les enfants vivaient dans une extrême pauvreté. On les nourrissait de papyrus frits et de racines des marais, et quelques centimes suffisaient à leur entretien. C'est précisément ce régime alimentaire frugal qui, paradoxalement, a permis à la population égyptienne d'atteindre des proportions si considérables. Mais si nous connaissons l'Égypte grâce à ses écrits et ses dessins, qu'en est-il de ceux qui n'ont laissé aucune trace écrite? Partons à la découverte des steppes infinies. Là vivaient des tribus qui ne bâtissaient ni villes ni livres. Scythes, Sarmates, pour les Grecs, c'étaient de mystérieux barbares venus de contrées où tombent des plumes blanches et où les hommes dorment 6 mois par an. Comment pouvons-nous comprendre ce qui se trouvait dans leurs assiettes il y a 3000 ans? Les laboratoires modernes viennent à la rescousse. Et voici notre première déception. Nous avons l'habitude d'imaginer nos ancêtres comme de puissants guerriers qui prospéraient grâce à une alimentation naturelle. En réalité, les squelettes scythes sont une véritable encyclopédie vivante des maladies. Ostéochondrose, arthrite, articulations déformées. Leur régime alimentaire était terriblement monotone, principalement des produits laitiers et des viandes grasses. Leur alimentation était riche en calcium, mais en raison de leur métabolisme lent, cela ne les a pas empêchés d'avoir les os fragiles, mais leurs dents étaient parfaites. Pourquoi? Ils ne consommaient pratiquement pas de glucides, pas de gâteaux sucrés ni de bouillie. Il n'y avait tout simplement rien pour que les bactéries présentes dans leur bouche puissent prospérer. Ce n'est que plus tard, lorsque les Scythes ont commencé à commercer avec les Grecs et sont devenus friands de leur miel et de leur pâtisserie, que les caries dentaires sont apparus chez les habitants des steppes. Le nomade emportait dans sa tombe son bien le plus précieux. Généralement, il s'agissait d'un morceau d'agneau, mais on trouvait toujours à proximité un pot contenant autre chose. Longtemps, cela demeura un mystère, car au fil des millénaires, la nourriture s'était réduite en poussière. Mais une analyse chimique de la terre au fond des récipients révéla une surprise. Il s'avéra que les anciens habitants des steppes n'appréciaient guère le lait dans l'au-delà, préférant l'eau, le bouillon et la bouillie. Mais le plus intéressant commença il y a environ 2000 ans. Les Sarmates de la fin du XIXe siècle connurent une véritable révolution psychédélique. Une sépulture sur 7 contenait des récipients renfermant des traces d'infusion de pavot ou de chanvre. Il semblerait qu'ils préféraient entreprendre leur voyage vers l'au-delà dans un état de conscience modifié. Voici un fait qui pourrait vous surprendre. Dans les anciennes cités azoviennes comme Tanaïs, où Grecs et Scythes vivaient côte à côte, des archéologues ont découvert des milliers d'ossements de chiens. Et il ne s'agissait pas des sépultures de fidèles compagnons. Ces ossements gisent dans des fosses à ordures et portent des traces évidentes de découpe au couteau et à la hache. Ici, les chiens étaient tout simplement consommés, et les Scythes en raffolaient. Pour eux, c'était un mets courant, au même titre que le bœuf et le cheval, mais le porc n'était apprécié de personne, ni des nomades austères, ni des Grecs raffinés.
Le porc est un animal sédentaire, impossible à emmener en campagne. Ses ossements n'apparaissent donc dans ces régions qu'avec l'arrivée des colons grecs, et même alors en quantités infimes. À cette époque, les poissons étaient tout simplement gigantesques. On trouve encore dans les cuisines des arêtes de silure et d'esturgeons dont la taille relève aujourd'hui du mythe. Mais les poissons les plus précieux, l'esturgeon et l'esturgeon étoilé, étaient rarement consommés par les locaux. Ces poissons de choix étaient exportés vers la Grèce. En échange, ils rapportaient de l'huile d'olive, de la vaisselle raffinée et bien sûr du vin. Il est plus difficile de juger de l'alimentation végétale des nomades, mais les traces microscopiques de pollen et les empreintes sur les poteries en argile sont révélatrices. Le millet était la principale céréale de la steppe. Pourquoi le millet? D'abord, il est incroyablement résistant à la sécheresse. Ensuite, il mûrit en seulement 2 mois. La cuisine égyptienne était un mélange de ferveur religieuse et de labeur acharné, tandis que la cuisine des habitants de la steppe est une histoire de survie dans des conditions extrêmes, où chaque morceau de viande ou chaque poignée de millet représentait une lutte constante contre les éléments. L'orge n'était pas cultivée dans les steppes pour son goût raffiné. Le pain qu'elle produisait était, pour le moins, d'un goût particulier, dur et peu agréable. Mais cette céréale présentait 2 atouts majeurs. Sa résistance à la sécheresse et son aptitude à nourrir les chevaux en faisaient un aliment idéal. Et pour un nomade, un cheval bien nourri primait sur son propre repas. Un peu plus tard, l'épeautre et le blé firent leur apparition dans l'alimentation, devenant par la suite les véritables piliers de l'économie locale. C'est le blé que la City exportait en masse vers la Grèce. Vous savez ce qui est le plus surprenant? Des archéologues ont découvert du sarrasin commun dans un vase sarmate du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, le sarrasin commençait tout juste à se répandre dans le monde, et cette découverte est véritablement exceptionnelle, témoignant d'une mondialisation déjà bien amorcée. Parmi les légumineuses, on consommait des lentilles et des pois et l'on tentait d'extraire de l'huile de lin. Les graines oléagineuses étant rares dans la steppe, l'huile d'olive grecque était un produit extrêmement précieux et constituait une importation majeure. On ne sait presque rien des cultures qui poussaient dans les jardins antiques. Mais les oignons et l'ail sauvage poussent encore dans la région de la mer Noire. Il est donc logique que les Scythes et les Grecs les aient consommés. Hérodote a écrit explicitement que certaines tribus vivaient comme de véritables nomades, tout en semant des céréales, en mangeant des lentilles et même de l'ail. Lorsque les Grecs ont commencé à coloniser ces rivages, ils ont apporté avec eux tout ce qu'ils avaient l'habitude de consommer: betteraves, navets, choux et céleri. À Olbia, on a même découvert un vase où un artiste avait représenté avec soin un melon. Et des fouilles en Crimée ont mis au jour des graines de concombre et de pastèque. La question des fruits était plus complexe. Imaginez une vaste steppe où, selon les historiens, aucun arbre ne poussait. Les forêts étaient rares. Les vergers prospéraient principalement sur le territoire du royaume du Bosphore, les actuelles péninsules de Kertch et de Taman. On y cultivait des figues, des grenades, des pommes et des poires de variétés si diverses qu'elles émerveillaient les Grecs. Même les tombes scythes contenaient des noyaux d'amandes et de prunes cerises. Il semble que ces nomades rudes, influencés par leurs voisins grecs, aient fini par adopter l'idée de l'horticulture, bien que le climat de la steppe ne s'y prêtât guère. Parlons maintenant de ce qu'ils buvaient dans ces contrées. Avant l'arrivée des Grecs, le vin était inconnu dans les steppes. Alors, comment les Scythes se détendaient-ils? Avec du cannabis. Mais ils ne le fumaient pas au sens traditionnel du terme. Les Scythes entraient dans une yourte en feutre, jetaient des graines sur des pierres chaudes et inhalaient la vapeur. Hérodote écrivit que cela les faisait hurler de plaisir. Certes, l'historien a quelque peu déformé les détails, car les graines ne contiennent pas les substances nécessaires,
mais le fait que les plantes aient été utilisées pour induire la transe est indéniable. Tout a basculé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs, qui ne pouvaient concevoir la vie sans vin, ont importé la vigne. Les cépages balkaniques supportaient mal le froid. Aussi a-t-on dû créer de nouveaux hybrides à partir de vignes sauvages locales. Et le succès fut immédiat. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, des pièces de monnaie à l'effigie de raisins étaient frappées dans la région de Kertch. Un siècle plus tard, la vinification s'est industrialisée. Les steppes étaient littéralement inondées de vin. Tanaïs devint un important centre commercial. Les nomades y amenaient du bétail et des esclaves, recevant en échange des amphores de vin et d'huile. On retrouve aujourd'hui des fragments de ces amphores partout, dans des tumulus royaux dorés comme dans les humbles tombes de simples bergers. Le vin était facilement accessible, mais les Scythes le consommaient d'une manière bien différente des Grecs civilisés. Les Grecs avaient pour tradition de diluer le vin avec de l'eau. Le boire pur était considéré comme barbare et menaçant. Les Scythes, en revanche, le buvaient sans dilution et en quantité considérable. L'Antiquité a même forgé l'expression « se servir à la Scythe », signifiant se verser du vin pur pour s'enivrer rapidement. Les Romains, quant à eux, l'appelaient le vis scythe, mais l'alcool n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les traditions scythes en matière de boissons choqueraient n'importe qui aujourd'hui. Ils fabriquaient des gobelets avec les crânes de leurs ennemis les plus féroces. Les pauvres se contentaient de recouvrir l'os de cuir, tandis que les riches le plaquaient à l'intérieur avec de l'or. Ces coupes étaient présentées aux invités comme un symbole de bravoure. Et une fois par an, le souverain organisait un grand festin, où seuls ceux qui avaient personnellement tué un ennemi étaient autorisés à boire dans le chaudron commun. Ceux qui n'avaient pas réussi à s'illustrer restaient à l'écart, rongés par la honte. Il existait des rumeurs encore plus terrifiantes. On disait que les Scythes buvaient le sang de leur premier ennemi tué et que certaines tribus pratiquaient même le cannibalisme. On racontait aussi l'histoire des Massagètes qui auraient sacrifié leurs aînés et mangé leur chair avec du mouton, considérant cela comme le comble du bonheur pour les défunts. Difficile de dire quelle part de ces récits relève de la vérité et quelle part n'est qu'une simple histoire d'horreur pour les Grecs éclairés. Il s'agissait très probablement de rites rituels que les Grecs ont pris au pied de la lettre. Mis à part les récits d'horreur, le régime alimentaire du Scythe moyen était plutôt monotone. L'aliment de base était le lait de jument. Pour l'obtenir, ils employaient des méthodes assez étranges avec des tubes en os, et des esclaves aveugles étaient contraints de barater le lait. Avec ce lait, ils fabriquaient de l'ipaka, un fromage de jument qui se conservait indéfiniment. C'était l'aliment idéal pour la guerre. Fromage et lait étaient toujours à portée de main. Ils consommaient également de la viande, mais la préparaient d'une manière particulière. Le bois de chauffage étant absent de la steppe, les Scythes utilisaient des os d'animaux comme combustible. Ils dépouillaient la carcasse, remplissaient l'estomac de la viande, la recouvraient d'eau et la faisaient cuire sur un feu d'os. C'était comme si le taureau cuisait tout seul. Les desserts étaient rares. Les fruits sucrés étaient peu nombreux. Alors on utilisait du miel et la réglisse, une racine scythe. On disait qu'en mâchant cette racine et en mangeant du fromage de cheval, on pouvait survivre 12 jours sans eau. Difficile à croire, mais en situation de survie, on est prêt à tout essayer. Tandis que les nomades luttaient pour survivre dans la steppe, des événements d'envergure planétaire se déroulaient dans le sud de la mer Égée. Il y a environ 3500 ans, l'île florissante de Terra s'y trouvait. Ses habitants vivaient dans le luxe, construisaient des maisons à 3 étages avec l'eau courante et décoraient leurs murs de fresques. Mais ils vivaient sur un volcan. En 1450 avant Jésus-Christ, une éruption volcanique dévasta l'île, la ravageant littéralement. Ce fut la pire catastrophe de l'âge du bronze.
La ville d'Akrotiri fut ensevelie sous une couche de cendres de 40 mètres d'épaisseur. Étrangement, les archéologues n'y ont retrouvé aucun corps. Contrairement à Pompéi, les habitants d'Akrotiri parvinrent à s'échapper, emportant avec eux leurs biens les plus précieux. Aujourd'hui, Akrotiri est comme une capsule temporelle. Sous une verrière transparente, les touristes flânent dans des rues restées figées dans le temps, telles qu'elles étaient il y a 3000 ans. Sur les murs, on peut encore admirer des fresques représentant des pêcheurs tenant des bancs de poissons. En contemplant ces peintures, on comprend que malgré les catastrophes, les guerres et les conditions de vie difficiles, les hommes, à travers l'histoire, ont toujours privilégié les plaisirs simples, un bon repas et un ciel paisible. Mais ce confort a toujours eu un prix élevé. En contemplant la célèbre fresque d'un pêcheur, on pourrait facilement croire que la mer nourrissait tout le monde. Mais voici la première surprise. On a l'habitude d'associer la vie côtière à l'amour des fruits de mer. Or, les Grecs de l'époque homérique, pour le moins, n'appréciaient guère le poisson. Ils n'en mangeaient que lorsqu'il ne restait absolument rien d'autre sur la table. En revanche, les habitants d'Akrotiri étaient de véritables gourmets. Les archéologues ont retrouvé des arêtes de poissons au fond d'anciens récipients, signe probable d'une industrie florissante de conserve. Mais il n'y avait pas que du poisson. Les murs d'une autre maison représentent une expédition militaire. Tandis que des guerriers se préparent pour la campagne, des cerfs pestent paisiblement sur le rivage. Les insulaires n'étaient manifestement pas insensibles au gibier, mais ils s'intéressaient bien davantage aux troupeaux de leurs voisins. Les artistes de l'époque représentaient des animaux étranges, des créatures entre taureaux, chèvres et béliers. Les chercheurs débattent encore des races exactes, mais une chose est sûre, le bétail était la principale ressource et l'aliment de base. D'ailleurs, la réalité était plus prosaïque que l'art. On ne trouve presque pas de porc dans les fresques, mais les restes de cuisine suggèrent le contraire. Le porc représentait un bon 5e des viandes consommées. Mais le shashlik restait le roi des tables. En effet, un authentique grill antique a été découvert lors des fouilles. Des supports portables en argile ornés de têtes d'animaux et munis d'encoches pour les brochettes. Il y a 3500 ans, les hommes s'y connaissaient déjà en loisirs de plein air. La cuisine d'Akrotiri était d'une sophistication surprenante. Les cueilleuses de safran représentées sur les fresques ne sont pas qu'une simple image décorative. Cette épice précieuse était ajoutée à la pâte pour son arôme. Le pain était cuit à partir d'orge et conservé dans d'immenses jarres au rez-de-chaussée, sorte d'anciens entrepôts. En dessert, on servait des pistaches, des figues, des amandes et du miel provenant de ruches en céramique. On y trouvait aussi des mets exotiques, comme des récipients en œufs d'autruche. Il est peu probable que des autruches aient jamais vécu en liberté sur l'île. Il s'agissait vraisemblablement d'une importation prestigieuse d'Égypte. La vaisselle mérite une attention particulière. Elle fut une véritable explosion d'imagination. Les artisans, affranchis des conventions, sculptaient tout ce qui leur passait par la tête. Des pichets à plusieurs becs, des récipients en forme de tête de taureau ou de visages humains. Certaines tasses étaient si fines qu'il était presque effrayant de les manipuler, aussi fines qu'une feuille de papier. Le secret de leur fabrication est aujourd'hui considéré comme perdu. À cette époque, même un simple bol dans la cuisine d'un citoyen lambda était une œuvre d'art. Mais cette idylle prit fin brutalement. Une éruption volcanique sur l'île de Terra frappa durement la crête voisine. Le célèbre palais de Knossos, où aurait vécu le Minotaure, fut réduit en ruines. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Tandis que les Crétois luttaient pour se remettre des tsunamis et des tremblements de terre, les Achéens, venus du continent, débarquèrent sur l'île. Ils ne se contentèrent pas de s'emparer du pouvoir. Ils y implantèrent une bureaucratie complète. Avant leur arrivée, les archives étaient modérées rares, mais les Achéens commencèrent à consigner chaque étape. C'est ainsi que naquit le linéaire B. Le paradoxe de l'histoire
est qu'une catastrophe nous a permis de découvrir la vérité sur la vie à cette époque. Au début du XIVe siècle avant Jésus-Christ, le palais de Knossos fut ravagé par les flammes. L'incendie détruisit tout, mais il fixa aussi définitivement les tablettes d'argile contenant les archives, les transformant en céramique. Sans ce feu, elles se seraient simplement désintégrées en poussière en quelques décennies. Grâce à ces documents préservés par le feu, nous savons absolument tout du menu de cette époque. On y trouve des moutons, des chèvres, des sangliers engraissés et même des carcasses de cerfs. Coriandre, carvi, fenouil et menthe y sont mentionnés. Il y a aussi cette mystérieuse plante, le keeper, notre épilobe. À quoi lui servait-elle? Peut-être embrassait-il une sorte de bière. Étrangement, les rapports officiels du palais ne font aucune mention de poisson, pas même dans l'alimentation des esclaves. Il semblerait que l'élite de l'époque considérait les fruits de mer comme un aliment de pauvres, indigne de l'attention du service comptable. En revanche, les listes regorgent de figues et de céréales. Les historiens ont calculé qu'une blanchisseuse recevait en moyenne 20 litres de blé et autant de figues sèches par mois. Un contremaître, quant à lui, avait droit à 2 fois et demi cette quantité. Le vin, cependant, était omniprésent à cette époque. Homère le mentionne 10 fois plus souvent que le lait. On en donnait même aux enfants. Selon la légende, le jeune Achille souillait souvent les vêtements de son précepteur en renversant du vin de sa coupe. Ce n'était pas qu'une simple boisson, mais un élément de la culture, un sacrifice aux dieux et l'ingrédient essentiel des grands festins. L'événement le plus important était l'hécatombe, le sacrifice simultané de centaines d'animaux. Imaginez un rivage où 81 taureaux noirs étaient rôtis en même temps. La viande était découpée en morceaux, embrochée et rôtie devant toute la communauté. Il ne s'agissait pas seulement d'un rite religieux, mais d'une grande fête où le vin coulait à flots et où l'odeur de la viande rôtie se mêlait à la brise marine. Le monde d'Akrotiri et de Knossos nous apparaît comme un conte de fées, mais derrière l'éclat des coupes d'or et la beauté des fresques se cachait un système comptable rigoureux et une lutte acharnée pour la survie. Ils aimaient la vie, appréciaient la bonne chair et la belle vaisselle, sans se douter que leur civilisation allait bientôt disparaître, ne laissant derrière elle que des tablettes calcinées et des dessins muraux enfouis sous une épaisse couche de cendres. Si vous pensez que la vie d'un héros grec antique se résume à des exploits et des batailles, vous vous trompez lourdement. Ils passaient le plus clair de leur temps à manger. Et ils le faisaient d'une manière si écœurante qu'un inspecteur sanitaire moderne s'évanouirait sur le seuil. Imaginez, le grand Achille, fils d'une déesse et plus grand guerrier de son temps, dépeçant lui-même une carcasse de sanglier luisante de graisse dans sa tente. Pas de cuisinier, pas de faste, juste un couteau, une broche et du sel divin. Mais le plus étrange, c'était avec les enfants. Si vous trouvez les petits pots modernes ennuyeux, que pensez-vous du régime du petit Astyanax, le fils d'Hector? Il n'était pas nourri de bouillie, mais de moelle osseuse et de graisse de mouton, et ce, à 18 mois ou 2. Apparemment, l'idée d'un menu spécial pour enfants n'avait effleuré personne à l'époque. Si tu veux devenir un héros, mange de la graisse directement sur le dos de tes parents. Le vin, en revanche, était traité avec beaucoup plus de sérieux. Au palais de Pylos, une immense salle de plus de 12 mètres de long était consacrée à son stockage. Des pitois, d'énormes jarres en argile, y étaient alignés, encastrés dans le sol. Sur l'une des louches, les archéologues ont découvert une inscription avec ajout de miel. L'ampleur du phénomène est impressionnante. À Knossos seulement, des tablettes attestent la distribution de 14 000 litres de vin, mais le boire pur était considéré comme barbare. Les Achéens le diluaient avec de l'eau dans un rapport de 2 à 3, en le mélangeant dans de larges cratères. Ils y ajoutaient parfois du fromage râpé, de la farine d'orge et du miel. Le résultat était une sorte de cocktail alcoolisé épais qui, à en croire les descriptions,
pouvait faire oublier jusqu'à sa propre patrie. C'est ainsi que Circé enivra les compagnons d'Ulysse. Des amuse-gueules? Ah, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Les Grecs mangeaient généralement de la viande et du pain, mais il leur arrivait de préparer des mets vraiment inimaginables. Que diriez-vous d'un mélange d'oignons crus, de miel et de farine d'orge? Homère affirme que ce plat était servi avec du vin. Vu d'aujourd'hui, survivre à un tel repas serait un exploit. C'est peut-être pour cela que les héros d'Homère grignotaient si rarement. Si vous assistez à un festin donné par les prétendants de Pénélope, préparez-vous à une odeur particulière. Ces jeunes gens de bonne famille n'hésitaient pas à écorcher des chèvres dans la salle à manger et à rôtir des sangliers dans la cour. Sang, peau et odeur de soie brûlée accompagnaient leur repas. Les estomacs de chèvres rôtis, farcis de graisse et de sang, étaient considérés comme le mets le plus raffiné. Lors des festins, les mendiants se battaient même pour avoir le droit d'en manger. Le monde d'Homère était rude, les femmes étaient pratiquement absentes des banquets. Elles pouvaient s'asseoir à l'écart, occupées à broder, mais jamais à table. La reine arrêtée était la seule exception, mais elle représentait le dernier vestige des libertés de l'âge du bronze. Bientôt, les Grecs devinrent si pudiques qu'elles se réfugièrent dans des pièces éloignées dès qu'elles apercevaient l'ami de leur époux sur le seuil. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'arrivée des Doriens marqua le début du Moyen Âge. La vie se simplifia, mais les Grecs conservèrent de leur appétit vorace. Le repas idéal pour une personne aisée se composait alors d'un abri ombragé de vin de Bibelin, de lait de chèvre et d'un morceau de veau tendre. Il prenait 3 repas par jour. Le petit déjeuner se résumait à une tranche de pain trempé dans du vin. Le déjeuner était plus copieux et le dîner, en compagnie d'invités, était un véritable événement. Les Grecs redoutaient la solitude et prenaient donc leur repas en groupe. Des clubs entiers se formaient autour d'intérêts communs et la participation au repas était obligatoire. Qui s'y soustrayait devait payer une amende. Chacun apportait quelque chose à ses festins, du chou, du poisson salé, un morceau de porc. Et les couronnes étaient indispensables. Un festin sans couronne n'était pas considéré comme un vrai festin. Si vous étiez un voyageur sans relation, votre destination était une taverne. Mais les honnêtes gens ne les fréquentaient pas. Les tavernes étaient considérées comme des repères de pauvres et d'escrocs. Les membres de l'Aréopage, le plus haut conseil d'Athènes, avaient eux-mêmes interdiction de s'approcher de ces établissements. Et le seul endroit où l'on pouvait voir une femme respectable dans une taverne, c'était dans les comédies d'Aristophane, où elle maudissait les aubergistes qui ne leur versaient pas assez de vin. Curieusement, au fil du temps, les Grecs ont cessé de manger assis. Ils ont appris à s'allonger. Des canapés hauts, des coussins, de petites tables à portée de main. Les fourchettes étaient inexistantes, les cuillères rares. Ils mangeaient avec les mains, s'essuyant les doigts avec des miettes de pain. Au lieu de serviettes, ils utilisaient ces mêmes miettes qu'ils jetaient ensuite aux chiens. Le régime alimentaire du grec moyen était simple, bouillie d'orge, haricots, oignons et fromage. Ils détestaient le beurre, le considérant comme un aliment barbare et ne l'utilisaient que comme onguent. Mais ils adoraient les insectes. Cigales, sauterelles et criquets étaient pour eux comme des graines de tournesol. Ils les faisaient frire, les marinaient et les mangeaient avec délectation. Mais la véritable révolution gastronomique commença lorsque les Grecs développèrent un goût pour le luxe. Les Sybarites, habitants de la colonie de Sybaris, émergèrent et firent de la nourriture un culte. Ils furent les premiers à instaurer des brevets pour les recettes. Si un chef inventait un plat unique, nul autre n'était autorisé à le préparer pendant 1 an. Les chefs devinrent les véritables stars de l'époque. Des traités leur furent consacrés et ils furent comparés à de grands sages. Un véritable chef se devait de connaître l'astronomie pour comprendre comment le mouvement des astres
influençait le goût du poisson selon les saisons. Il devait être à la fois architecte et chef militaire dans sa cuisine. Son savoir-faire frôlait l'absurde. On pouvait servir aux convives un cochon rôti d'un côté et bouilli de l'autre. Et pourtant, pas une seule incision dans la peau. À l'intérieur, on trouvait des grives, des jaunes d'œufs et des morceaux de viande dans une sauce épicée. Des simples estomacs de chèvre remplis de sang, les Grecs s'adonnaient à des poèmes exquis, décrivant les meilleurs endroits pour pêcher les poissons les plus savoureux. Leurs mâchoires mâchaient avec courage tout, des sauterelles frites aux mets de viande les plus raffinés. Et en contemplant ce festin millénaire, on comprend. Ils savaient vraiment apprécier la vie, même si cette vie était teintée des cendres de l'histoire. Imaginez ouvrir un ancien rouleau de cuisine et y découvrir la recette d'un plat appelé mima. Ce n'est pas simplement un plat, c'est un véritable chaos culinaire. On hache finement de la viande ou du gibier, on le mélange à des abats et du sang frais. Puis on nappe le tout d'un cocktail extravagant de vinaigre, de fromage frit, de silphium, de carvi, de thym, de coriandre, de raisins secs et de graines de grenade amères. Et si vous trouvez cela excessif, sachez que les Grecs y voyaient le summum du raffinement. Le plus étonnant, c'est qu'ils parvenaient même à créer le même résultat avec du poisson. La relation des Grecs avec les produits de la mer est une toute autre histoire. Longtemps, ils ont méprisé le poisson, le considérant comme un aliment de pauvres. Mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, tout avait changé. Une telle variété apparut sur leur table que les restaurants étoilés d'aujourd'hui ne pourraient que l'envier. On utilisait tout, des oursins et des huîtres aux algues, en passant par d'énormes raies et de minuscules poissons qui, comme le plaisantaient les humoristes de l'époque, tremblaient à l'idée d'être cuits à la poêle. Les chefs rivalisaient d'ingéniosité, cuisant même du foie de porc à l'intérieur d'un plat de poisson. Après de tels festins, les convives étaient prêts à dévorer leurs assiettes avec délectation. Les médecins de l'époque, notamment la célèbre école hippocratique, considéraient cette folie gastronomique d'un point de vue bien précis. Pour eux, la nourriture était avant tout un médicament. Si un patient était en proie à d'étranges visions, ou, comme on disait alors, sujet à la rêverie en raison d'un excès de feu intérieur, on lui prescrivait un régime strict. Pas de viande grasse, seulement une bouillie légère de masa à l'huile d'olive et de petits poissons en sauce salée. Et si le patient ne pouvait boire d'eau, on lui accordait avec grâce un verre de vin blanc léger. Mais la véritable révolution en matière de nutrition s'est produite dans le monde du sport. Les lutteurs de l'Antiquité subsistaient des années durant grâce à des figues séchées, du fromage frais et du pain de blé. Puis Pythagore fit son apparition. Oui, ce même mathématicien au pantalon. On dit qu'il fut le premier à affirmer que les athlètes avaient besoin de viande. Les historiens débattent encore pour savoir s'il s'agissait de ce philosophe ou de son homonyme, l'entraîneur. Le grand Pythagore lui-même détestait la viande. Il croyait que les animaux avaient une âme et enseignait à ses élèves l'ascétisme, aliments crus et eau pure. La clarté d'esprit, selon lui, dépendait directement du petit déjeuner. Mais Pythagore avait une phobie qui paraît aujourd'hui absurde, une peur panique des fèves. Non seulement il ne les mangeait pas, mais il interdisait à quiconque de les toucher. On avançait les raisons les plus extravagantes, de la ressemblance des fèves avec des organes humains à la croyance que les âmes des morts revenaient des enfers par leur intermédiaire. Le philosophe Porphyre affirmait sérieusement que si l'on mâchait une fève et qu'on la laissait au soleil, elle sentirait le sang humain. On raconte que Pythagore aurait même persuadé un bœuf à Tarente d'arrêter de manger des fèves en lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Et cette étrange obsession lui fut fatale. Lorsque des ennemis incendièrent la maison où il se trouvait, le philosophe s'enfuit, mais s'arrêta devant un champ de fèves. Il déclara qu'il préférait être capturé ou mourir plutôt que de fouler une seule fève. C'est là qu'il fut arrêté.
Tandis que les Grecs débattaient de leur alimentation le jour, ils en rêvaient la nuit. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Artémidore compila même un dictionnaire des rêves exhaustifs, révélant les craintes et les désirs les plus profonds du grec moyen. Rêver d'un radis signifiait que vos secrets seraient dévoilés. Un artichaut, piquant et peu appétissant, annonçait le chômage. Le chou était généralement considéré comme un mauvais présage. Le concombre, en revanche, était de bon augure, surtout pour les malades. Les rêves de viande étaient encore plus complexes. L'agneau prédisait des larmes, le bœuf de faibles revenus, et seul le rôti de porc garantissait un succès rapide. Tandis que certains Grecs lisaient des poèmes et rêvaient de porcelets rôtis, Sparte était un véritable cauchemar culinaire. Jadis, les Spartiates menaient une vie luxueuse, bains de marbre, coupes d'or et musique. Mais vint le législateur Lycurgue qui transforma le pays en une rude caserne. Il imposa un rideau de fer interdisant aux étrangers d'entrer et à ses propres citoyens de sortir. L'or et l'argent furent mal proscrits. Soif, utilisez un récipient en terre cuite à col ingénieux qui filtre l'eau stagnante de la flaque la plus proche. Lycurgue porta un coup fatal à ce qu'il y a de plus sacré, les repas en famille. Les hommes étaient contraints de manger ensemble lors de repas communautaires appelés syssitia. Quiconque arrivait à table le ventre plein était considéré comme un traître efféminé. Le plat principal était le fameux ragoût noir à base de sang, de vinaigre et de lentilles. On raconte qu'un étranger, après y avoir goûté, aurait déclaré « Maintenant, je comprends pourquoi les Spartiates sont si prêts à mourir. Ils n'hésitent pas à quitter une telle vie. » Même les rois n'avaient droit à aucune exception. Un jour, le roi Agide revint d'une campagne victorieuse et voulut dîner chez lui avec son épouse. Il demanda sa part, mais les anciens non seulement la lui refusèrent, mais le condamnèrent également à une amende pour une telle insolence. Le seul privilège dont jouissait un souverain spartiate était une double portion de nourriture, non pas pour se gaver, mais pour offrir la part supplémentaire à un guerrier qu'il souhaitait récompenser pour sa bravoure. Le monde grec était un monde d'extrêmes. D'un côté, des sauces exquises, des débats philosophiques sur les âmes contenues dans les haricots et l'interprétation des rêves de poissons. De l'autre, l'austère ascétisme laconien et la soupe noire qui bouleversèrent toute la société. Mais c'est précisément dans ce choc des goûts et des tabous que naquit l'histoire, une histoire que nous nous efforçons encore de savourer aujourd'hui. Même le roi de Sparte ne pouvait se contenter de manger à satiété. La portion supplémentaire ne lui était pas donnée par gourmandise. À la table commune, l'aîné recevait une seconde part, mais il ne la mangeait pas, la mettant de côté. Après le dîner, il appelait l'une de ses parentes, celle qu'il respectait le plus, et la lui présentait solennellement. C'était la plus grande récompense, un symbole de bravoure que la femme rapportait fièrement chez elle sous les acclamations de ses amis. Imaginez, dans ce monde impitoyable, la nourriture ordinaire était considérée comme le trésor le plus précieux. Les Spartiates vivaient dans un état de faim perpétuel et noble. Mais pourquoi avaient-ils besoin de cela? La réponse réside dans la sécurité et la discipline. Les Spartiates prenaient leur repas exclusivement en plein air, et ce pour une raison bien précise. Après le repas, ils devaient rentrer dans l'obscurité la plus totale. La loi interdisait l'usage des torches. On pensait que cela apprenait aux guerriers à ne pas craindre la nuit et à rester toujours vigilants. C'était aussi un excellent moyen de lutter contre l'ivresse, comment rentrer chez soi en ayant trop bu. De plus, des ilotes rebelles pouvaient rôder dans l'ombre, et un œil vigilant était la meilleure défense. Enfin, pour dissuader les jeunes gens de même songer à boire, les Spartiates organisaient des spectacles cruels. Ils enivraient de force des esclaves et les faisaient défiler devant les jeunes hommes pour leur montrer à quel point une personne ivre était pitoyable et répugnante. Même leur vin était particulier, acide et aigre.
Lorsqu'un artisan proposa au roi Archidamos le secret pour l'adoucir, celui-ci rétorqua « Pourquoi ?» On en boirait davantage et il n'y aurait plus d'ordre à table. Ce vin était même utilisé pour les nourrissons. On lavait les nouveau-nés non pas à l'eau, mais au vin. On croyait que les enfants fragiles en mourraient, tandis que les plus robustes deviendraient encore plus forts. Entrer dans la Syssitia, la fameuse Syssitia, était une véritable quête. Un groupe de 15 hommes décidait du sort d'un nouveau venu par un vote secret. Au lieu de bulletins de vote, ils utilisaient des miettes de pain. Chacun déposait silencieusement sa miette dans un récipient porté sur la tête d'un serviteur. Si quelqu'un protestait, il lui suffisait de serrer la miette dans son poing. Une seule miette aplatie et l'accès à la société était définitivement interdit. Les Spartiates ne voulaient à leur table que ceux qui se faisaient véritablement confiance. L'économie de ce service de restauration communautaire était également étrange. Chacun contribuait à hauteur de sa part, farine, vin, fromage et un peu d'argent pour la viande. Mais il était impossible de dépenser cet argent à tort et à travers. Sparte avait notamment introduit des pièces de fer, trempées ensuite dans du vinaigre pour rendre le métal cassant et inutilisable. Ces pièces étaient si grosses et si lourdes qu'il fallait un chariot entier pour faire les courses. Mais le cauchemar ultime du reste de la Grèce était la soupe noire. Elle contenait du sang, du porc, des haricots et du vinaigre. On raconte qu'un tyran sicilien aurait même engagé un chef spartiate pour goûter ce plat légendaire, mais celui-ci en avala à peine une cuillerée avant de la recracher avec horreur. Le chef se contenta de ricaner. Pour que ce plat soit savoureux, il faut d'abord se baigner dans les eaux glacées de l'Eurotas et passer la journée entière à un entraînement exténuant. Les Spartiates s'efforçaient généralement de limiter les plaisirs de la table. Le poisson salé ou frite était considéré comme le comble de la dépravation, au même titre que la prostitution. Les lois de Lycurgue interdisaient aux citoyens de se livrer à l'excès de table ou à la famine. Lorsque le roi Agésilas reçut en présent des gâteaux au miel et des oies, il ordonna qu'on les distribue aux esclaves, déclarant que les hommes libres n'avaient nul besoin de mets délicats. Un invité de Sybaris, après avoir goûté à un dîner spartiate, s'exclama « Maintenant, je comprends votre courage. N'importe quel homme sensé préférerait mourir 1000 fois plutôt que de vivre une vie aussi misérable. » Cette discipline rigoureuse commençait dès l'âge de 7 ans. Les garçons étaient arrachés à leur famille et envoyés dans des camps. Là, ils étaient presque affamés et contraints de voler. Si un garçon était pris sur le fait, il était fouetté, non pour le vol en lui-même, mais pour sa maladresse. La faim était considérée comme bénéfique à la croissance. Les Spartiates croyaient que lorsque l'estomac n'est pas surchargé, le corps s'allonge, devenant mince et beau. Tous les 10 jours, les jeunes hommes étaient exhibés nus devant les gardes. Si l'un d'eux paraissait en surpoids, il était immédiatement soumis à un châtiment corporel pour avoir enfreint le régime d'exercice. Lycurgue, l'inventeur de ce système, poussa l'ascétisme à l'extrême. Constatant l'efficacité de ces réformes, il se laissa mourir de faim, convaincu que même la mort d'un homme d'État devait être bénéfique à la société. Et bien que tous les voisins de Sparte admirassent leur discipline, nul n'osa imiter ce mode de vie. Mais tandis que les Spartiates s'étouffaient avec la soupe noire, une autre légende naissait de l'autre côté de la mer. Les anciens Romains aimaient eux aussi évoquer les coutumes austères de leurs ancêtres, alors même qu'ils se régalaient déjà d'huîtres. Ils se remémoraient avec nostalgie l'époque où les nobles n'avaient pas honte de manger une simple bouillie en public. En ces temps reculés, un dîner romain était simple. La table pouvait être garnie de légumes du potager, d'un morceau de porc fumé réservé aux grandes occasions et d'un peu de vin maison. On frottait la table avec de la menthe fraîche et l'on servait des radis, de la salade, du fromage blanc et des œufs cuits à feu doux. Le tout était servi dans des plats en terre cuite, sans la moindre prétention,
mais avec une immense hospitalité. Même le petit déjeuner d'un laboureur était un véritable rituel. Se levant avant l'aube, il moulait lui-même le grain dans un moulin à main, tamisait la farine et pétrissait la pâte avec de l'eau tiède et du sel. Pendant qu'un esclave cuisait le pain sous un bol en terre cuite, le maître préparait un encas. S'il n'y avait pas de viande à la maison, on se servait des légumes du jardin. Ail, céleri, rue et coriandre étaient pilés au mortier avec du sel et du fromage. On obtenait ainsi une pâte savoureuse étalée sur du pain plat frais. Ce petit déjeuner simple, parfumé à l'ail, lui donnait la force d'affronter toute la journée de labeur au champ. Rome ne commençait pas par les festins somptueux des empereurs, mais par ses rudes efforts et ce pain honnête, fruit d'un labeur acharné. Rome n'a pas commencé avec des arcs de triomphe et des armures dorées. Elle a commencé avec l'odeur de l'ail et le croustillant du pain plat bon marché. Avant même que les empereurs ne rêvent de domination mondiale, un simple paysan nommé Similus luttait déjà contre son pire ennemi, la faim. Sa matinée ne commence pas par un café, mais par l'épluchage d'ail. Couche après couche, il retire les enveloppes, les jette à ses pieds et plonge la racine charnue dans l'eau, puis dans un mortier de pierre. Simile écrase l'ail avec des herbes, du sel et du fromage à pâte dure, ajoutant un filet d'huile d'olive et une goutte de vinaigre. Du bout des doigts, il racle la pâte odorante des parois du bol, la façonne en boule, la fameuse purée, et l'étale généreusement sur du pain frais que l'esclave vient de sortir de sous le bol en terre. Désormais, il ne craint plus la faim, car aujourd'hui, il a gagné. Ce régime alimentaire, pain, bouillie d'épeautre, haricots, lentilles et huile d'olive, demeura la base d'un grand empire pendant des siècles. Les Romains étaient obsédés par le pain. Ils le faisaient cuire à partir de blé ou d'orge, et jusqu'au IIe siècle, avant Jésus-Christ, chaque famille le préparait elle-même. Plus tard, en partie, on cuisait un pain incroyablement aéré, et à Picenum, en Italie, on faisait tremper les grains dans du jus de raisin sec pendant 9 jours, puis, le 10e jour, on les cuisait dans des pots qui éclataient au cours de la cuisson. Pourquoi ? Même la science moderne n'apporte pas de réponse définitive, mais Pline l'Ancien insistait. Le pain n'était comestible que s'il était trempé dans du lait. La levure telle que nous la connaissons n'existait pas à cette époque. Le levain était fabriqué à partir de farine de millet mélangée à du jus de raisin, ou à partir de morceaux d'orge cuits que l'on laissait fermenter dans des récipients hermétiques. Et ça fonctionnait. On croyait que les personnes qui consommaient ce pain fermenté possédaient une force particulière, presque animale. C'est ce mélange énergétique qui alimentait l'économie et l'armée romaine. Les esclaves travaillant dans les champs recevaient 35 litres de blé par mois en hiver et près de 40 en été, lorsque le travail devenait plus pénible. On y ajoutait des figues, des poires séchées et des olives. Même l'huile d'olive était strictement rationnée, un peu plus d'1 demi-litre par mois. Et pour éviter que les esclaves ne se découragent, on leur servait un ragoût d'olive salée. Si vous pensez que la cuisine antique se résumait à des festins, jetez un œil à la table d'un légionnaire. Son régime alimentaire se composait de pain plat et dur, de bouillie, de lard et de vin bon marché. Chaque escouade portait des meules à main. Au repos, ils moulèrent le blé, le jetaient dans un chaudron d'eau, y ajoutaient du sel, du poivre, de l'ail, un peu de saindoux et du bœuf. 45 minutes de cuisson sur le feu et le ragoût était prêt. Considérons les chiffres. Un simple légionnaire, sous la République, gagnait suffisamment d'argent pour acheter près de 5 tonnes de bœuf à prix réduit. En valeur actuelle, cela représente un revenu d'environ 80 000 roubles par mois, une somme considérable pour un homme armé d'une épée. Même le plus pauvre des ouvriers citadins pouvait s'offrir quelques kilos de pain par jour et, s'il économisait, 1 litre de vin et un morceau de viande. Mais Rome ne serait pas Rome si elle se limitait à une simple bouillie. Dès que les légions eurent conquis l'Asie, le luxe envahit la ville. Lits de bronze, tapis précieux, argenterie ciselée
et surtout cuisiniers. Auparavant, les cuisiniers étaient considérés comme les esclaves les plus inutiles et les moins méritants, mais soudain, leur travail devint un art pour lequel ils exigeaient des prix exorbitants. Les conservateurs étaient horrifiés. Des censeurs expulsaient des sénateurs de la Chambre pour avoir simplement acheté des vases en argent de 3 kilos. Des lois furent votées interdisant d'inviter plus de 3 à 5 convives à un festin. On ne pouvait accueillir plus de 200 ânes lors des mariages. Même le type de volaille autorisé sur la table était réglementé. Un seul poulet et pas trop gras. Jules César alla encore plus loin. Il posta des gardes sur les marchés pour confisquer les mets interdits. Si une patrouille était en retard, les licteurs pouvaient faire irruption pendant un festin et s'emparer des plats sur la table. Mais le fruit défendu est tentant. Sous Octave Auguste, les restrictions budgétaires furent multipliées par 10, bien que l'empereur lui-même restât un ascète. Il pouvait grignoter un morceau de pain de campagne et quelques grains de raisin dans sa litière, et buvait du vin en si petite quantité qu'un épicurien moderne aurait du mal à le comprendre. Cependant, la société s'enfonçait déjà à toute allure dans l'abîme de la gourmandise. Le philosophe Sénèque frémissait à la vue des cuisines, grouillant de jeunes gens, tandis que les salles des orateurs restaient désertes. Il y voyait la source de tous les maux, des articulations tremblantes aux entrailles putréfiées. Il était furieux que les chefs se mettent à servir des mets qui ne nécessitaient presque aucune mastication. Des coquillages sans coquilles, du poisson sans arête, le tout réduit en une sorte de bouillie coûteuse. « C'est trop paresseux pour tout manger séparément », grommelait-il. « On sert ce qui aurait dû être préparé le ventre plein. » L'apogée de cette folie gastronomique fut Marcus Gavius Apicius, l'homme qui fit de la nourriture une religion et peut-être le moyen le plus raffiné de dépenser une fortune. Mais les recettes qu'il a léguées à la postérité et la raison pour laquelle son nom est devenu synonyme de mets d'exception méritent une analyse approfondie. Après tout, c'est alors que Rome troqua définitivement le parfum de l'ail contre l'arôme des épices étrangères, sans se rendre compte que la gloire passée de ces légions de fer commençait à s'estomper derrière l'éclat de la vaisselle d'argent. Le fanatisme gastronomique d'Apicius nous a légué le premier livre de cuisine de l'histoire. Mais ne vous empressez pas de noter des recettes pour un dîner entre amis. Ces recommandations ressemblent davantage à un défi pour l'estomac. Prenez par exemple la fameuse saucisse lucanienne. Poivre, céleri, baies de laurier et rue étaient broyés au mortier, puis arrosés de garum avant d'être recouverts d'une épaisse couche de gras et de viande finement hachée. Cette viande hachée était ensuite farcie dans des boyaux et fumée jusqu'à ce qu'il soit noirci. Ou encore un plateau, fromage et poisson. Dans une seule marmite, on faisait bouillir du poisson, de la cervelle, des foies de volaille, des œufs et du fromage frais, le tout généreusement assaisonné d'épices. La touche finale, verser des œufs crus sur le tout et saupoudrer de cumin. Et pour les fins gourmets les plus exigeants, Apicius proposait du cochon de lait farci d'un épais mélange de miel et de vin. Mais le véritable roi de la table romaine était le garum. Sénèque le qualifiait avec dégoût d'ichor précieux de poisson pourri, et il avait raison. La recette de ce mets délicat suffirait à couper l'appétit de n'importe qui aujourd'hui. De petits poissons étaient recouverts de sel dans d'immenses cuves et laissés à pourrir au soleil pendant plusieurs mois. Ce liquide sombre et fermenté était ensuite filtré et vendu à prix d'or. Les riches assaisonnaient presque tous leurs plats avec du garum, l'utilisant à la place du sel. Si vous pensez que c'est le comble de l'étrangeté, alors bienvenue au banquet de Trimalcion, tel que décrit par Pétrone. Ici, la nourriture devenait une illusion. On servait aux convives des loirs, frits au miel et aux graines de pavot, des grives farcies de raisins secs et d'énormes cochons fourrés de saucisses cuites à la place des abats. Des serveurs apportaient des poules en bois nichées dans une pâte feuilletée contenant des œufs. Horrifiés, les convives les prenaient pour des poussins adultes, mais sous la pâte se cachait un gros oiseau dans une sauce épicée.
Le moment le plus spectaculaire fut la présentation du sanglier. Lorsqu'un serviteur lui ouvrit le flanc, une volée de grives vivantes s'envola, que des oiseleurs attrapèrent aussitôt dans des filets juste au-dessus des têtes des invités. Les Romains raffolaient de telles tromperies. Le cuisinier de Trimalcion pouvait façonner un poisson à partir d'un utérus de truie et un pigeon tendre à partir de simples seins doux. Cependant, derrière l'éclat des plats dorés, se cachait une profonde humiliation sociale. Un riche Romain pouvait inviter des clients pauvres, mais il les nourrissait tout autrement. Tandis que l'hôte savourait huîtres et champignons, les convives de moindre rang se voyaient servir des fruits de mer bon marché et immondes, ainsi que des champignons rongés par les vers. Le poète Martial dénonçait férocement de tels mécènes dans ses épigrammes. Vous mangez une colombe d'or, tandis qu'on pose sur ma table une pie morte dans sa cage. Mais même ces mets délicats paraissent bien fades comparés aux folies de l'empereur Héliogabale. Ce jeune homme de 18 ans transforma le trésor public en sa propre bourse pour financer ses caprices. Il organisait des festins monochromes. Un jour, toute la nourriture et la vaisselle étaient vertes, le lendemain, bleues. Héliogabale fut le premier à lancer la mode des samovars et des chaudrons en argent, mais ses fantaisies culinaires étaient terrifiantes. Il mangeait des talons de chameau, des crêtes de coq vivants et des langues de paon et de rossignol. On servait à ses gardes des bols remplis de cervelles de flamants roses et de têtes de perroquets. Au lieu de poivre, il saupoudrait les truffes de perles et ajoutait de l'ambre à sa bouillie de haricots. Parfois, ces divertissements prenaient une tournure mortelle. Dans les salles à manger, au plafond rétractable, des tonnes de fleurs s'abattaient soudainement sur les convives. Rosies et violettes tombaient en si épaisses couches que les personnes imprudentes suffoquaient sous le tapis parfumé. Le passe-temps favori de l'empereur était de tourmenter les invités affamés. Des plats habilement sculptés dans la cire, l'ivoire, voire la pierre, étaient placés devant eux. Les malheureux devaient faire semblant de manger, tandis qu'Héliogabale lui-même dévorait les véritables mets délicats. Bien sûr, tous les Romains n'étaient pas enthousiasmés par une telle folie. Le poète Horace et le philosophe Sénèque prônaient la modération, rappelant à tous que la simplicité est la clé de la santé, tandis que les plats complexes ne font que mettre l'estomac à rude épreuve. Un déjeuner composé de légumes, d'un morceau de porc fumé et de figues du jardin était considéré comme l'idéal. Mais la voix de la raison fut étouffée par le tintement des verres. En parlant de coupe, le vin dans l'Antiquité, c'est une toute autre histoire. Oubliez la boisson à laquelle nous sommes habitués. Les vins romains et grecs étaient si épais et si sucrés que leur degré d'alcool atteignait 16 degrés, avec une consistance sirupeuse. Pour éviter qu'ils ne s'altèrent, on y ajoutait de l'eau de mer, de la chaux, de la résine, des éclats de marbre et même du gypse. Boire un tel vin pur était considéré comme un signe de barbarie et un chemin assuré vers la folie. Les Grecs avaient élevé l'art de la dilution du vin au rang de science. Traditionnellement, un festin commençait par une gorgée de vin pur en l'honneur de Dionysos, puis se poursuivait avec un mélange de vin et d'eau, glorifiant Zeus, le sauveur. Le dosage le plus harmonieux était considéré comme étant de 2 parts de vin pour 3 parts d'eau. Il favorisait la paix et l'oubli des soucis. Ceux qui diluaient leur vin à raison d'1 part pour 3 étaient perçus comme des intellectuels et des hommes d'État austères, sans temps à perdre. Eubule, dieu du vin, avertissait « Les 3 premières coupes sont pour la santé, l'amour et le sommeil. La 4e est pour l'impudence, la 5e pour les cris et la 10e pour la folie qui vous terrasse. Pour soigner la gueule de bois, les anciens consommaient du chou bouilli avant et après avoir bu. Si le vin était toléré par les hommes, il était strictement interdit aux femmes dans la Rome antique. Une loi impitoyable existait. Une matrone surprise à boire du vin pouvait être condamnée à mort par son propre mari. La justice conjugale était rapide et sans merci.
Le vin était considéré comme la clé de l'adultère, et la société romaine vénérait la pureté du sang par-dessus tout. Ainsi, derrière la façade des festins somptueux et les arômes des épices exotiques, se cachaient des règles rigoureuses et la prémonition de la fin imminente du grand empire. Car, après tout, lorsque la nourriture devient une religion et le luxe l'unique but, les légions finissent inévitablement par perdre leur emprise de fer. Marcus Porcius Caton. L'Ancien ne plaisantait pas lorsqu'il affirmait que le pouvoir d'un mari sur sa femme était sans limite. À cette époque, un simple verre de vin rouge pouvait coûter la vie à une femme. Pour démasquer la coupable, les Romains transformaient un simple baiser en un test d'alcoolémie humiliant. À chaque rencontre, les proches embrassaient la matrone sur les lèvres, cherchant la moindre trace d'alcool. Les femmes n'étaient autorisées à boire que du passus, une boisson sucrée à base de raisins secs. Une seule gorgée de vrai vin et le tribunal disciplinaire prononçait une sentence impitoyable. Mais lorsque l'Empire sombra dans le luxe, la peur disparut. Sénèque décrivait avec dégoût comment les femmes nobles passaient des nuits entières à boire, tout comme les hommes. Elles apprirent à se faire vomir pour pouvoir boire davantage et ronger de la neige pour calmer leurs estomacs déchaînés. Les anciennes valeurs morales étaient encore vantées par les philosophes, mais en réalité, elles s'effondraient sous le poids des coupes d'or. Les classes populaires survivaient grâce à un substitut. On donnait aussi du vin aux esclaves, mais sa préparation s'apparentait à de la torture. Caton recommandait de mélanger du jus de raisin avec du vinaigre fort et de l'eau de mer salée. Ce mélange explosif était remué 3 fois par jour avec un bâton, puis conservé dans des cuves. Caton suggérait même de falsifier le vin grec de l'élite en aromatisant le jus avec du sel et de la canne à sucre broyée. Les Romains étaient si obsédés par l'alcool qu'ils en cherchaient même des signes dans leurs rêves. Boire dans de l'or était censé garantir la sécurité, tandis que boire dans du verre fragile révélait des vices cachés. Mais l'histoire l'a prouvé. Lorsque le vin remplace la discipline et que les festins prennent le pas sur les campagnes militaires, une grande puissance est vouée à sa perte.